Et donc l'intelligence artificielle va analyser un match en entier ou des séquences en particulier pour essayer de savoir tel joueur, il a telle force, telle faiblesse, ça fonctionnerait bien. On s'est rendu compte que si on avait l'approche financière d'un point de vue purement intelligence artificielle dans le monde du sport, et principalement dans le monde du foot, on pouvait en fait créer de nouvelles façons d'analyser le sport. En scorant ce qui se passe sur les images, on arrive à définir pour les clubs par exemple, ou pour les managers, ou pour ce qu'on appelle les recruteurs ou les scouts, on arrive à identifier des joueurs qui pourraient peut-être mieux aller dans certaines équipes ou des formations qui pourraient être plus intéressantes. Notre but à nous, et pourquoi on fait ça de manière décentralisée, parce qu'en fait, on rêve d'un monde où un super bon joueur qui a, 10, 11 ans, 12 ans, puisse, ou même un parent qui filme son enfant, puisse balancer des vidéos de manière constante, et qu'à force, ça rentre dans les modèles, et que peut-être qu'un jour, il y a un club qui se dise, en fait, ce qu'on a vu de ça, les stats de ce joueur nous paraissent intéressants, peut-être qu'il pourrait rejoindre le centre de formation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Septi, un entrepreneur visionnaire au parcours impressionnant. Cofondateur et CEO de Score, il construit l'avenir de l'intelligence sportive grâce à une technologie de vision par ordinateur décentralisée. Maxime est également cofondateur de Crunch DAO et de Together, deux projets innovants du Web3. Fort d'une expérience marquante en tant que directeur marketing de la Human Protocol Foundation, il a aussi cofondé Data Farm Energy, une entreprise pionnière dans le minage de Bitcoin à énergie verte. Avec plus de 10 ans d'expertise en stratégie de croissance, marketing digital et innovation technologique, Maxime est un acteur clé de l'écosystème tech et Web3 international. BitTensor, de manière un peu globale, c'est un système, une blockchain, un réseau qui, de par son fonctionnement, va réussir à faire collaborer différents acteurs pour la réussite globale de la tâche donnée. Les équipes qui performent le mieux sur notre subnet, c'est des gens qui se sont formés autour de vraies entreprises, qui sont des dizaines de salariés. Ok, mais ce qui est déjà beaucoup, c'est-à-dire... Énorme. Imagine une entreprise qui commence et qui a 100 équipes de data science qui bossent pour eux, c'est incroyable. Avant de démarrer l'interview, je voulais déjà vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait très plaisir. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, à partager l'interview si vous trouvez qu'elle est intéressante, à vous abonner également à la chaîne CryptoStalks parce que ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez également nous écouter sur les plateformes de podcast comme Apple, le podcast, Spotify, Deezer, etc. Donc comme ça, vous pouvez nous écouter sans forcément la vidéo quand vous faites votre sport, quand vous êtes en voiture ou alors quand vous êtes dans les transports. Tous les liens sont dans la description. Merci. Salut Max. Salut. Bienvenue sur le podcast de Cryptost. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on te reçoit parce que tu travailles sur un projet, notamment sur BitTensor, qui allie l'intelligence artificielle, qui se compose d'intelligence artificielle. Et donc, on va parler un petit peu de tout ça, agent IA, BitTensor, etc., etc. Avec grand plaisir. Je te laisse déjà te présenter dans un premier temps. Bah ouais, plaisir. Donc moi, du coup, tu l'as dit, Max, je suis CEO de Score Technologies, qui est une boîte d'IA dans le sport. Notre spécialité, je pense qu'on va en parler vers beaucoup de terrains techniques, mais tu m'interromps si j'en dis trop. Je te dirai. Donc nous, en fait, on se spécialise dans des intelligences artificielles qui sont capables de lire des images, ce qu'on appelle computer vision. Et on est en train de créer, et c'est pour ça qu'on utilise des protocoles comme BitTensor, une nouvelle façon de scorer, c'est pour ça qu'on s'appelle Score aussi, ce qui se passe sur l'image. Et quand tu fais ça, tu découvres des choses intéressantes, il y a justement ces modèles très intelligents, et tu crées des produits pour différentes industries. Nous, on s'est spécialisé dans le sport pour plein de raisons, mais on en discutera peut-être après. Et on est une belle équipe, un peu distribuée partout dans le monde. J'ai, de mon côté, moi, une expérience dans la crypto depuis pas mal d'années. Depuis 2016, j'ai monté plusieurs boîtes, j'ai aidé des projets à se lancer sur le marché. J'ai cofondé certains projets aussi dont on avait déjà discuté en off ensemble. Toujours un peu autour de cette organisation de travail via les tokens, l'intelligence collective. Ouais, donc j'avais reçu avec Randindi pour parler de Crunch. Exactement, ouais. Donc c'est des choses qui vraiment me passionnent. Et ouais, très impliqué sur tout ce qui est vraiment organisation via un token d'un grand groupe de personnes qui veulent aboutir à un objectif commun. Ouais, c'est un truc qui me passionne depuis longtemps. Ok. Et du coup, donc après Crunch, t'as lancé le projet Score Vision. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire justement un petit peu plus sur ce projet-là? Bien sûr. Donc l'idée de Score Vision, c'est que donc ça part à la base, tout est basé sur un subnet BitTensor. Ouais. C'est pour ça qu'on va en parler aussi aujourd'hui. Tout à fait. Mais ça c'est le côté technique. L'idée de Score, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, parce que justement en travaillant chez Crush,
et en travaillant aussi avec beaucoup de personnes dans le milieu de la finance qui utilisaient l'intelligence artificielle et qui utilisaient l'intelligence collective, que les sports. Les sports, en général, étaient abordés d'une manière un peu plus créative, on va dire, d'un point de vue data, plus média. Et on s'est penché dessus avec différents data scientists, des quants, comme les gens disent souvent aussi, et avec des gens du milieu, et on s'est rendu compte que si on avait l'approche financière, d'un point de vue purement intelligence artificielle, dans le monde du sport, et principalement dans le monde du foot, européen, comme on appelle foot nous, on pouvait en fait créer de nouvelles façons d'analyser le sport. Les Américains sont très bons sur ça, donc c'est pour ça qu'on n'a pas commencé avec des sports américains. Et aussi le football, ça reste le plus grand marché sportif au monde. Donc Score Vision, c'est le nom du subnet. Score, c'est le nom de la boîte. On score ce qui se passe sur les images. En scorant ce qui se passe sur les images, on arrive à définir, pour les clubs par exemple, ou pour les managers, ou pour ce qu'on appelle les recruteurs ou les scouts, on arrive à identifier des joueurs qui pourraient peut-être mieux aller dans certaines équipes, ou des formations qui pourraient être plus intéressantes. Et après, il y a un deuxième marché, en fait, on a deux façons vraiment de gagner notre vie. Soit on fait des produits, donc là par exemple pour les clubs, on va leur faire un produit avec une interface où ils vont pouvoir voir ce qui se passe. Soit on vend directement de la donnée. Et en général, quand j'arrive à trouver quelque chose d'assez créatif et nouveau dans le sport et la data, les plus grosses boîtes qui veulent bosser avec toi, c'est les boîtes de betting. Les paris sportifs, ouais, quand même. Et nous, alors ce qu'on fait, c'est qu'on vend de la data, mais principalement à des fonds qui investissent de l'argent sur les paris. Donc c'est très niche, mais c'est des fonds qui sont suffisamment gros pour être capables de tenter des nouvelles choses et pour aussi déplacer des montants qui permettent après nous de faire tourner notre entreprise et de recruter, etc. Ok. Et donc l'intelligence artificielle va analyser un match en entier ou des séquences en particulier pour essayer de savoir tel joueur, il a telle force, telle faiblesse, ça fonctionnerait bien. Tu vas peut-être simuler un match où il est positionné à tel endroit. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement l'approche scientifique que tu dois avoir quand tu crées une IA. L'approche scientifique, c'est que d'un côté, tu dois d'abord collecter la donnée. Donc c'est pour ça que nous, on passe par BitTensor parce que je sais pas si je peux utiliser tous les termes de BitTensor, mais ils sont extrêmement longs. Si tu devais définir, peut-être, je vais essayer de définir BitTensor de manière un peu globale, c'est un système, une blockchain, un réseau qui, de par son fonctionnement, va réussir à faire collaborer différents acteurs pour la réussite, globale de la tâche donnée, avec de l'émission de tokens. Voilà, plus on fait une chose correctement, plus on va être rémunéré. Si on fait quelque chose de manière incorrecte, on va être pénalisé. En fait, c'est totalement ça. Et l'idée, c'est que, à l'inverse de, par exemple, OpenAI, qui développe ChatGPT, là, chaque particularité de l'intelligence artificielle, donc par exemple, nous, on fait la vision sur les images, d'autres personnes vont faire des prédictions de météo, par exemple, ou d'autres personnes vont faire tout simplement des algorithmes qui nous permettent d'avoir des réponses comme dans le ChatGPT, tu vois, des phrases, des documents créés ou des images générées. En fait, chaque équipe qui va pouvoir s'occuper, une équipe égale à un subnet, comme on dit, tu vois, un réseau dans le réseau, on va dire. Donc chaque équipe qui va se focaliser sur une spécialité va pouvoir organiser sa propre compétition pour qu'en fait les gens viennent gagner des TAO de récompenses. Le token de la chaîne, c'est le TAO. Et ces récompenses, elles sont gagnées au mérite. Donc c'est-à-dire que si tu es un bon, ce qu'on appelle miner dans ce cas-là, donc un bon ingénieur en machine learning, où tu es super fort en code, tu vas en fait être premier, deuxième, troisième, et en fonction de ça, tu vas gagner plus de récompenses que les personnes qui vont en fait contribuer, mais de manière moins intéressante que toi. Ouais. Donc pourquoi c'est intéressant de BitTensor ? Parce que tout simplement, tu fais toujours face à des gens qui veulent gagner. Et cette espèce de compétition qui s'arrête jamais oblige tout le monde à être toujours meilleur, et aussi oblige tout le monde à faire attention de maintenir la qualité de sa data, de maintenir la qualité de son code, d'éviter qu'il y ait des failles qu'on puisse, utiliser, etc. Et donc, pour en revenir à OpenAI, le gros intérêt, c'est que vu que toutes les tâches sont un peu découpées en différentes équipes, tu vas plus vite, les coûts sont beaucoup moins importants, et tu as une espèce d'effet de réseau par-dessus tout ça qui fait que les gens commencent à parler de plus en plus de BitTensor. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas BitTensor et qui veulent creuser davantage, on a fait un podcast avec Gustave de MantaMinds, donc d'1 heure, 1 heure et demie, je crois,
où on rentre vraiment bien dans le détail de Bitensor. Je vous invite à aller le voir, je mettrai le lien en... Et vraiment, je suis désolé d'avance, il y a énormément de termes qui sont liés à cet écosystème. Je vais essayer de pas trop l'utiliser, mais on va essayer, ou alors de rester assez simple. Parce que là, t'as parlé donc de différents acteurs. Est-ce que toi, tu peux nous dire, dans ton cas précis, quels sont les différents acteurs qui interviennent, les différentes équipes? donc dans tout ce qu'on appelle donc les subnets ou ce que j'ai appelé équipes, t'as trois entités à chaque fois qui sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'on en revient à cet aspect scientifique de la création d'une intelligence artificielle. En fait, quand tu crées une IA, donc tu dois apporter de la donnée, tu dois trouver le problème, tu dois proposer le problème que tu veux résoudre. Donc nous, dans notre cas, le premier problème, ça a été de savoir comment décrire ce qui se passe sur une image. Et pour ça, en fait, en général, les gens utilisent des humains qui viennent en fait dessiner les formes ou qui viennent cliquer en disant comme on l'a tous fait, tu sais, quand on fait un captcha quand on met son mot de passe et qu'on vérifie son humain, c'est un cheval, c'est une voiture, c'est une échelle. Nous, en fait, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment changer le niveau d'exigence de l'IA et vraiment faire quelque chose de très très nouveau, il fallait qu'on n'ait pas d'humain dans la boucle. Donc, on a sélectionné de la donnée, on a expliqué quel était notre problème, et on a du coup proposé ce problème à des ingénieurs. Donc, chez Bitensor, ces ingénieurs-là, ils s'appellent des miners. Donc ça, c'est la première équipe, sous-équipe dans l'équipe. La deuxième équipe, c'est les validateurs, parce que du coup, vu que tu veux que ton système soit complètement indépendant, si tu veux que ton IA grandisse et qu'elle soit de plus en plus intelligente, en fait, il faut que tu aies le moins d'intervention sur ce qui se passe. Donc, tu as une autre équipe qui sont les validateurs. Donc, eux vérifient le travail qui est fait. Et la troisième équipe, c'est nous, en fait, on est un peu les arbitres, on est les propriétaires du subnet ou de cette espèce de... Vous êtes chargé de la coordination, que tout le monde se coordonne bien et que le réseau fonctionne C'est correctement. exactement ça, que tout fait exactement ça. Et donc, pour que ça fonctionne, et ça peut être aussi intéressant si les personnes s'intéressent de plus en plus à cet écosystème ou à l'IA en général, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une asymétrie. Donc en fait, il faut que le problème à régler soit très complexe, mais il faut que la façon de vérifier soit super simple. Et si tu arrives à trouver des équipes dans cet écosystème, ou même dans d'autres, je ne suis pas sectaire, qui ont vraiment cette approche d'expliquer à quel point le problème est compliqué, mais aussi une grande rigueur dans la facilité de valider, tu es vraiment déjà en train de toucher une équipe ou un problème qui va être sur le point d'être résolu, ou une équipe qui va apporter quand même quelque chose de très 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 innovant. Parce que c'est vraiment cette rigueur qui fait que les choses avancent vite. Ok. Et donc là, la première, on va dire, sous-équipe va collecter la donnée. Donc c'est-à-dire c'est des gens qui vont aller apporter des images de match, soit qui téléchargent, soit qui regardent, soit qui filment directement dans un stade. Ouais. En général, ce qui se passe, c'est que tu as soit des images professionnelles, ça c'est super simple, parce qu'au final, c'est toujours les mêmes formats, toujours les mêmes angles. Donc ça, on en a déjà beaucoup. D'ailleurs, peut-être que quand ça sera diffusé, l'annonce sera déjà faite, mais on a signé un très gros partenariat pour avoir un peu plus d'1 million de matchs professionnels, sur plusieurs années et sur 600 ligues. Okay. Donc en termes juste de collecter la donnée, on va être une des boîtes qui a collecté le plus de données sur le foot. Parce que sur d'anciens matchs ou de futurs alors d'anciens matchs, et en fait après, dès que tu as un match en cours, nous on est capable de l'analyser. Donc en fait, on va récupérer 4 ans avant nous, et ensuite on va rattraper le temps. Et ensuite, notre but à nous, et pourquoi on fait ça de manière décentralisée, parce qu'en fait, on rêve d'un monde où un super bon joueur qui a, je sais pas, 10, 11 ans, 12 ans, puisse, ou même un parent qui filme son enfant, puisse balancer des vidéos de manière constante, et qu'à force, ça rentre dans les modèles, et que peut-être qu'un jour, il y a un club qui se dise, en fait, ce qu'on a vu de ça, les stats de ce joueur me paraissent intéressants, peut-être qu'il pourrait rejoindre le centre de formation. Parce que pour moi, ce serait complètement fou d'avoir une IA qui permette de trouver le nouveau Messi, le nouveau Cristiano Ronaldo. Ça veut dire, tu peux couvrir un nombre de joueurs qui, c'est beaucoup plus important. Exactement. C'est ce qui est actuellement fait. Ouais. Et tu peux filmer ton match avec un téléphone portable, ça suffit, la qualité? Alors en général, là, le foot, justement, vu que c'est quand même un gros marché, tu as déjà des gens qui se sont posés la question. Et donc en dehors des images professionnelles, tu as très souvent maintenant, même dans les très petits niveaux, des coachs qui ont des espèces de caméras sur trépied et qui t'envoient des trucs pas trop mal. Donc aujourd'hui, si vraiment tu es transparent avec ce qu'on fait, c'est images professionnelles et images amateurs, mais sur ces caméras qui sont à peu près formatées de la même façon. Bientôt, on aura l'interface qui permet, en fait, si tu veux, d'avoir même une vidéo de téléphone et ensuite de laisser l'algorithme reconnaître les limites du terrain, des choses comme ça.
Ça, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué. Bon, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire si je vais tous les week-ends aller voir des matchs de foot, je peux prendre mon téléphone, filmer et je vous l'envoie. Franchement, si tu te mets toujours à la même place pour l'instant, hein. Après, demain, on pourra faire beaucoup mieux. Mais si tu te mets toujours au même siège et que tu nous envoies toujours la même vidéo de ton club favori pas loin de chez toi, bah oui, ça va rentrer dans le système parce qu'en fait, on aura une façon de reconnaître les images. Nickel. Et tu vois, on sera capable de se dire, ah, tiens, c'est... Et après, moi, je peux être rémunéré en token Tao, par exemple. Alors, si, quand on sera capable d'arriver au stade de laisser n'importe qui uploader, on aura ce genre de programme. On aura ce genre de programme. La question qui se pose, et c'est hyper lié à ce que tu disais, c'est qu'en fait, dans Bitensor et sur tous les systèmes de crypto pour moi, il faut que tu sois intéressé et incentivé à quelque chose qui va vraiment faire avancer le projet, parce que derrière, ça va réellement aussi, toi, t'apporter de la valeur en retour. Si on rémunérait juste les gens pour mettre tout et n'importe quoi comme vidéo, ça serait un peu plus hasardeux. Mais on peut imaginer que c'est aussi un peu de la science-fiction. Hein. Mais si par exemple on arrive à trouver des bons joueurs tôt et que c'est grâce à quelqu'un et que le subnet avance, peut-être que ce contributeur peut être rémunéré parce que tout sera sur la blockchain. Donc tu vois, en fait, on sera tous des recruteurs, des chasseurs de talents. Qui sait? Bah, de toute façon, c'est marrant parce que c'est un jeu qui s'arrête jamais. Plus on aura de vidéos, plus il y a de chances qu'on trouve un talent. Et plus il y a de chances qu'on trouve un talent, peut-être plus il y a de chances qu'on arrive à rétribuer les gens qui ont trouvé le talent. Nickel. Donc là, cette première brique, enfin cette première, on va dire, sous-équipe qui va s'occuper d'aller récupérer un maximum de data, un maximum de vidéos, un maximum de matchs. Et ensuite, tu as des personnes qui vont développer des algorithmes. Alors justement, dans l'intérêt de Bitensor, c'est que ces personnes sont les mêmes. Et c'est là que ça diffère un peu. Parce qu'en général, dans les protocoles qui sont autour de l'IA ou de la data, quand il y a une équipe de gens qui vont collecter, tu as une équipe de gens qui vont annoter, tu as une équipe de gens qui vont vérifier. L'intérêt de ce qu'on a fait, et c'est pour ça que c'est innovant, c'est que la collecte de données et l'annotation de la donnée, tout se fait par le modèle qui est poussé par les développeurs qui sont dans l'équipe. Donc c'est là la nouveauté. C'est que on est capable de faire digérer des vidéos à une IA et que l'IA reconnaisse absolument tout sans vérification humaine. Et c'est là la grande différence. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris comment est-ce que vous arrivez à faire ça. C'est tout l'enjeu du Subnet. Et comment on arrive à faire ça de manière... J'essaye de rester simple parce que c'est très technique, mais globalement. Donc la donnée, et pour donner un peu plus de détails sur ce que tu disais, en effet, la donnée peut venir de plusieurs personnes. Ça, c'est pensé. Mais si tu veux, une fois qu'elle est disponible, il faut la noter après. Il faut dire là, c'est un joueur qui porte un numéro 3, qui court sur le côté gauche, et ça. Donc pour faire ça, pour dire c'est un joueur de tel et tel type et qui porte tel et tel maillot, t'as des choses qui existent déjà. On n'a pas inventé le computer vision, bien sûr. Par contre, c'est pas du tout précis. De demander à un ordinateur de vérifier, tu peux essayer avec ChatGPT par exemple, tu peux mettre une vidéo ou une photo d'un match et tu lui dis mets un rectangle autour de chaque joueur sur le terrain. Une fois, il va le faire parce qu'il veut te faire plaisir. La deuxième fois, il va mettre un grand rectangle autour de tous les joueurs. Okay. Ouais, mais ça existe déjà un petit peu. Ça passe. Donc, tu regardes un match sur Canal+, Beam, n'importe quoi. Ils ont des cartes du terrain, ou même où on peut suivre tous les déplacements d'un joueur. Exactement. Et alors, en général, si tu le regardes, c'est pas toujours en live. Parfois, ça l'est. Et en général, l'utilisation qu'en est faite, c'est beaucoup, justement, comme tu le dis, pour les médias, pour les fans, pour mettre de la stat qui va un peu faire discuter, des choses comme ça. Ça existe déjà. On n'a pas inventé ça. Ce qu'on a inventé, c'est que dans notre système, il n'y a pas d'intervention humaine, il n'y a pas de supervision humaine. Dans les systèmes que tu cites, soit il y a un léger décalage, soit c'est en live, mais sur des entraînements qui vont être faits avant le match, sur les deux équipes qui vont jouer, et sur des bases de données qui vont être entraînées par des êtres humains. Je suis désolé, c'est vraiment un peu technique, mais pour le coup, c'est une différence qui fait... C'est un peu comme quand tu lances une fusée, tu vois, c'est une petite différence au départ, mais à la fin, ça fait une grosse différence. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, en fait, c'est pas d'être capable d'être meilleur que la télé sur un ou deux matchs. L'idée, c'est en fait d'être capable d'ingérer des images en live toute l'année. Peu importe l'image. On revient sur l'exemple du portable. Nous, notre but, c'est pas de vendre ça au Real Madrid, même si on serait très content de vendre ça au Real Madrid. C'est d'apporter ces technologies à n'importe quel niveau. Tu vois. Et donc, du coup, c'est d'autres challenges. Mais pour revenir à la différence, c'est que dans Bitensor, tous les subnets, toutes les sous-équipes qui gagnent, en général, c'est des équipes qui sont capables de dire
même si notre problème est compliqué, si vous voulez résoudre ce problème, vous pouvez être super créatif dans la manière de résoudre votre problème, mais le problème à résoudre, il est très précis. Nous, le premier problème à résoudre, c'était d'être capable de dire à un ordinateur, c'est exactement un joueur, et en fait, si l'ordinateur se trompe, de le retirer complètement de la liste potentielle des récompenses. Et rien que cette étape-là, c'est extrêmement compliqué. Donc il a fallu qu'on découvre comment faire en sorte qu'un ordinateur puisse ne jamais se tromper sur une image entre un arbitre, un joueur, un poteau, un spectateur. Tu vois, puis en plus, parfois, dans les images qu'on a, t'as des plans serrés sur un joueur qui va faire un remplacement. Ouais, tu vois, il n'y a pas toujours son numéro, des fois il est de phase. Exactement. Et donc là, c'est quoi? C'est des centaines, des dizaines, des milliers d'ordinateurs qui bossent. Et c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça, et c'est pour ça là, que les gens commencent à se rendre compte de l'intérêt de Bitensa. C'est qu'à chaque fois que tu mets en place de manière très claire cette asymétrie, ben en fait, tu attires des talents incroyables, des équipes qui vont se former autour de ça, et qui vont dire, déjà, un, c'est intéressant d'un point de vue scientifique, c'est nouveau, et deux, si je trouve la solution, pour moi, c'est hyper intéressant financièrement. Et ça, pour le coup, c'est très dur de trouver d'équivalent. Que ce soit dans le Web 2 ou dans le Web 3, et comme tu le sais, j'ai déjà bossé sur ces problèmes-là dans plein de projets. Je ne trouve pas d'équivalent en termes de rapport qualité-prix, si tu veux, en fait, si on part sur des choses toutes bêtes. Mais là, tu as une idée de combien de personnes travaillent dessus? Enfin, c'est quoi ce qu'on appelle ça d'ailleurs? On appelle ça ordinateur, mais est-ce que c'est pas plutôt modèle? Parce Oui, qu'il y a c'est plein modèle. de... J'avais ordinateur pour éviter de rentrer dans des choses trop compliquées, mais en fait, on a donc dans chaque sous-équipe qui s'appelle aussi Subnet, tu as 256 places. Et dans ces places-là, en général, tu as des équipes qui se forment. Donc même s'ils occupent 5 sièges du bus, ils travaillent ensemble. Ouais. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a les équipes qui performent le mieux sur notre subnet, c'est des gens qui se sont formés autour de vraies entreprises, qui sont des dizaines de salariés. Mais derrière, après, je crois sur les 256 sièges, je dirais qu'il y a 100 personnes vraiment différentes, ou peut-être 120 personnes vraiment différentes. T'en as beaucoup qui prennent plusieurs sièges, pour essayer différentes techniques, justement, tu vois. Ok, mais ce qui est déjà beaucoup, ça veut dire... énorme. Imagine une entreprise qui commence et qu'il y a 100 équipes de data science qui bossent pour elle. Enfin, c'est incroyable. Donc là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a des boîtes qui sont peut-être même pas forcément spécialisées sur Bitensa, mais qui ont des équipes dédiées sur Bitensa. Et il y a une partie de l'équipe qui va travailler sur tel subnet. Par exemple, nous, on a un partenaire qui s'appelle Tensora, qui est en train de prendre beaucoup de place dans Bitensa. Ils ont recruté beaucoup de gens de la fondation, notamment. Ils ont recruté 3 spécialistes de notre domaine, ce qu'on appelle des computer vision engineers, temps plein, que pour notre subnet, que pour notre sous-équipe. Qui bossent full-time. Full-time que pour nous. Enfin, que pour nous. Je dirais avec nous, parce qu'en fait, leur but, c'est autant d'être bon, mais autant aussi de gagner le plus possible, et autant de trouver, tu vois. Parce que le but, c'est ça. Parce que toi, en fait, t'as fait tout ce qu'on appelle la game theory. T'as fait en sorte que les bonnes personnes gagnent des récompenses pour qu'elles restent et qu'elles fournissent du bon travail. Et donc, ça veut dire qu'au final, s'ils attribuent 3 personnes à temps plein, j'imagine que les salaires doivent être assez élevés, c'est des profils techniques. Ouais. C'est-à-dire qu'ils gagnent, c'est un prix, oui. Alors, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, sur ce réseau-là, tu gagnes dès le premier jour, si t'es performant. T'attends pas avant d'être payé, enfin, tu vois, c'est intéressant. Et surtout, ils ont une espèce de, c'est comme dans la crypto, c'est une croyance. C'est une croyance dans Bitensa. Token. Et ils pensent que le prix du token va atteindre un certain stade. Et les deux combinés, ça fait que tu as accès à des ressources qui sont impossibles pour une entreprise qui débute. Nous, on a le score. Ça a vraiment commencé en août de l'année dernière. Et là, aujourd'hui, on a 100 équipes de machine learning engineering. Enfin, c'est des millions d'euros, en fait, à la base, mais qu'on n'a pas. En fait, c'est parce que vous êtes aligné sur la bonne réussite du projet. C'est une idée qui est intéressante, c'est un problème qui est dur à résoudre, comme je te l'ai dit, et c'est, comme tu l'as dit, une game theory qui marche, qui est intéressante, qui donne envie de se pencher dessus. Et là, est-ce que toi, tu as des chiffres en tête, par exemple, donc sur Bitensa, plus le subnet, donc plus le réseau, on va dire, donc toi, ton réseau, vous êtes un subnet le 044, plus il est intéressant, plus vous allez gagner de récompenses. C'est ça. Et plus vous allez pouvoir en redistribuer aux personnes qui travaillent à la bonne réussite du subnet 44.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que là, on parlait des sous-équipes, donc ce qu'on appelle les subnets, mais en fait, même entre nous, entre subnets, on est en compétition. Donc, tu vois, c'est toujours compète. Compétition, pourquoi? Pour avoir du poids dans l'écosystème. Et plus tu as de poids, plus tu touches de la valeur du système. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que tous les jours dans BitTensor, il y a des émissions de nouveaux tokens. Et ces tokens-là sont partagés par tous les subnets. Aux subnets. Donc plus tu as de poids, plus tu en fait prends de la valeur et du poids financier dans l'écosystème. Et là, par exemple, vous touchez combien par jour de tokens? Nous, en tant que subnet owner à l'instant T, où on enregistre aujourd'hui, on touche 15 TAO par jour. Ok. Les validateurs se partagent 36-37 TAO par jour, et les miners, donc ceux qui font le travail de data science, etc., touchent la même chose, donc 36-37 TAO par jour. Donc là, aujourd'hui, le TAO, il doit être à 200, c'est ça, 200. Bah, vous faites le calcul, quoi, 15 fois 200 pour nous, et 36 fois 200 pour les validateurs, et 36 fois 200 pour les miners. Et t'as des sublets, par contre, comme tu le sais, parce que je sais que tu regardes un peu les stats, qui sont à beaucoup plus. Nous, on est 16 ou 15e, je crois, 15e. Ok. Ce qui est déjà pas mal pour un subnet spécialisé. Parce que ce qu'il faut dire aussi dans BitTensor, c'est que tu as des subnets qui sont beaucoup plus généralistes, qui vont faire, par exemple, ce que fait Midjourney, ou ce que fait ChatGPT. Eux, c'est pour moi totalement justifié qu'ils soient bien plus hauts, parce que c'est des problèmes beaucoup plus globaux. Mais nous, pour un subnet qui se concentre sur un truc spécial, c'est pas mal. Franchement, ça va, je suis assez content. Et comment tu vérifies, comment on vérifie que le travail est bien fait? Parce que c'est vous qui avez introduit un modèle, quelque chose qui permette de vérifier que telle chose. Alors là où tu prouves aux autres que tu es de bonne foi pour la vérification, c'est que, encore une fois, tu laisses la partie mining, la partie data science, tu la laisses ouverte complètement. Ce qui veut dire qu'en fait, tu peux pas tricher parce que tu sais pas quelles approches les personnes vont avoir. Mais de l'autre côté, par contre, tu dis à tout le monde comment valider. Et c'est complètement public. Donc nous, notre manière de valider, sans encore une fois dire trop de trucs techniques, globalement, ce qui se passe, c'est que on a un premier filtre qui s'applique sur l'image, et en fait, on est capable de détecter si c'est complètement n'importe quoi, ou si, potentiellement, c'est bien fait. Donc ce que vous prenez, c'est l'image annotée. Ouais. Et vous Alors, regardez. on a l'image de base, on a toujours l'image de base, l'image annoter, et avec un premier filtre, on arrive à se rendre compte d'à peu près de la précision. Donc c'est un modèle que vous avez développé. Mais qu'on donne à disposition de tout le monde. D'accord, ok. C'est complètement public. Et c'est là l'intérêt. Parce que tu ne peux pas biaiser le jeu. Tout le monde sait comment tu valides. Mais l'idée, c'est de battre du coup ce modèle, entre guillemets, votre modèle de validation. Alors, le modèle de validation, en général, il est plutôt discuté que battu. C'est-à-dire qu'en fait, si les personnes pensent que t'es de mauvaise foi quand tu valides, ou si c'est trop facile de valider, ou si ça donne un avantage à un certain validateur, en général, ce que les gens vont te demander, c'est de retravailler ton modèle de validation. Ils vont pas trop se concentrer dessus parce que, comme tu le sais, eux, ils ont pas d'argent à toucher sur la validation, ils ont vraiment de l'argent à toucher sur leur cote, leur partiel. Mais par contre, les validateurs peuvent aussi pas être forcément contents parce qu'il y a des façons de valider. Et ça, c'est encore un peu de détail, mais par exemple, tu peux valider en utilisant énormément de puissance d'ordinateur. Et tu vas dire, waouh, super, j'ai trouvé une super façon de valider, mais en fait, il me faut 4 cartes graphiques pour le faire. Toi, tu vas dire, mais c'est parfait parce que je valide parfaitement. Et là, tu as les validateurs qui vont venir te parler en disant, mais en fait, moi, ça me coûte 4000 $ par jour de valider sur ton. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, le gros problème sur la validation, c'est qu'il faut que ce soit fiable, public, donc potentiellement discutable, et qu'en plus, ce soit pas cher et rapide. Donc, tu vois, c'est quand même bien plus de. Et alors, nous, notre façon de valider, donc, on a un premier filtre qui nous donne à peu près une idée de ce qui se passe, si c'est vraiment bien fait ou pas. On a une deuxième étape qui passe par un modèle d'OpenAI qui s'appelle Clip. Et ensuite, on a une couche de maths, c'est de la géométrie, pour vraiment valider que c'est vraiment positionné correctement. Et ça nous a pris 6 mois à trouver. Okay. Pour être sûr qu'on ait un système qui tient la route. Et ça dépasse déjà tous les modèles actuels qui existent. Alors, sur le test en interne, c'est ce qu'on a remarqué. Maintenant, publiquement, ça n'a pas encore été benchmarké. Donc, pour être très honnête et très transparent, je me vanterai quand on aura présenté vraiment les données sur une grande base de données et que c'est publiquement pour regarder. En tout cas, c'est le but, c'est qu'on soit les meilleurs. En tout cas, là-dedans, il n'y a aucune intervention humaine. Non. Tout est collecté, traité et validé, vérifié. C'est totalement de l'intelligence artificielle de A à Z. Ok. Il y a quand même de temps en temps un humain qui regarde un petit peu ce qui se passe. Nous, ce qu'on a fait, parce qu'on est un peu des filous, c'est qu'en fait, on a fait un partenariat avec un autre subnet qui s'appelle Dojo. Eux, c'est complètement de la notation humaine.
Donc là, c'est l'inverse de ce qu'on fait. Et en fait, ce qu'on leur demande, c'est qu'on prend des images de chaque match, qu'on fait quand même valider par des humains, beaucoup d'humains, pour être sûr que c'est bien fait. Et de temps en temps, dans le système de validation, on balance une image annotée par des humains pour, tu vois, géométriquement voir si on s'est fait avoir ou pas. Donc en fait, on teste plutôt. En faisant ça, on n'est pas en train de tester la mauvaise foi ou la bonne foi des participants. On est plutôt en train de voir si notre système de validation peut se faire un peu avoir. Tu vois. Si on se rend compte que celle qui a été annotée par des humains, elle a 80% tu vois, de précision, pardon, alors qu'on sait qu'elle a 100%, c'est qu'il y a un problème. Donc on sait plus pour se tester nous-mêmes. Ok, d'accord. Et du coup, ces modèles-là, ils sont applicables pour le moment au foot. Ouais. Mais à terme, tu peux l'appliquer à... Complètement. Dès qu'il y a une image, surtout. Dès qu'il y a une image ou une vidéo, ouais, tout à fait. C'est pour ça que c'est aussi hyper intéressant, parce que toi qui as un peu mis le nez dedans maintenant, tu vois qu'il y a un gros besoin de marketing et tu vois, d'être identifié dans l'écosystème. Donc nous, on a choisi le foot pour deux raisons, parce que dans notre équipe, on a des gens qui ont été soit entraîneurs professionnels, notamment un des membres de notre équipe qui a été manager de deux équipes de première ligne. Donc on est très connecté à ce sport par voilà, les cofondateurs ou les gens de l'équipe. Mais c'était aussi marketing, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de subnet qui faisait ce genre de choses en computer vision. Il n'y avait pas de subnet qui allait faire un produit pour un domaine qui était un peu bizarre pour les gens de d'IA. Parce que la première fois qu'on a commencé à en parler, ils nous ont dit, mais pourquoi le foot? Et au final, tu vois, maintenant, les gens savent que le subnet 44, c'est les mecs du foot, machin. Donc on a eu ça. Maintenant, on a déjà eu la conversation avec le cofondateur de BitTensor ou avec d'autres gens influents dans l'écosystème. Ils ont lu nos papiers et tout, et nous ont dit, oui, bah, on va vous en venir. C'est plus académique, donc vous pourrez faire tout et n'importe quoi. Parce que même pour de la robotique, à terme, un stade, c'est fou. À partir du moment où tu as une caméra, notre système peut fonctionner. Bon, après, on va devoir l'améliorer. Mais... Et donc, au niveau des clubs, tu me disais en off que vous étiez en discussion avec plusieurs clubs, donc quand même des gros clubs, Arsenal, etc. Ouais, tout à fait. Donc, on a parlé avant de la détection de jeunes, de la stratégie, de la composition d'équipe, etc. Est-ce que toi, ils t'ont déjà dit un petit peu ce qui les intéressait le plus, ou s'ils ont des idées un peu de... Totalement. En fait, alors, Arsenal, c'est un bon exemple, parce que bon, l'avantage, c'est qu'on peut leur parler facilement, parce que donc Brian McDermott, qui est notre directeur du foot chez nous, il a été joueur d'Arsenal, et il a été entraîneur-manager de deux équipes, Leeds et Reading. Et donc, il les connaît. Donc là, pour le coup, on a vraiment juste eu à parler avec des gens... L'introduction a été facile. Donc, l'intérêt de parler avec des clubs comme ça, c'est que forcément, bah, eux, ils travaillent sur ces problèmes-là tous les jours. Et leur problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, je reviens à ce que je disais en introduction, la plupart du temps, la data, soit ça coûte extrêmement cher. Donc, il faut savoir qu'il y a des clubs qui dépensent, alors pas forcément Arsenal, mais en général, les gros clubs. Et quand je dis gros clubs, il faut vraiment savoir que pour la data, c'est très tôt. Donc, c'est genre les 5, parfois 3 premiers clubs de chaque championnat. Ils dépensent entre 2 et 5 millions par an sur ça, ce qui est quand même un beau budget. Pour certains, c'est pas grand-chose. Qui est ridicule par rapport à un salaire Certes, d'un joueur. ouais, c'est vrai. Mais, je sais pas si t'as vu, mais il y a des clubs en ce moment qui essayent d'aller chercher des économies un peu partout. Donc il y a deux choses qui sont en train de se passer. La première, c'est que les coachs et les scientifiques, c'est pas toujours facile de discuter les uns avec les autres. La deuxième chose qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de se demander s'ils peuvent pas trouver des façons justement moins onéreuses de gérer la data, ou des façons plus intelligentes. Donc les conversations qu'on a avec les clubs, c'est sur deux sujets. Le premier, c'est trouver des talents plus jeunes, donc trouver des talents avant qui en fait ne coûtent très cher. Ça, c'est une discussion intéressante, et ça va certainement nous forcer à avoir des papas fiers de leurs enfants, des vidéos. Et ça, pour le coup, un club tout seul ne peut pas mettre ça en place, parce qu'ils ont tous leurs objectifs de club sportif, ils vont pas créer un réseau décentralisé de papas fiers de leurs enfants, ça marche pas. Donc ils sont intéressés pour ça. La deuxième chose qui les intéresse, c'est une fois qu'ils ont intégré ces joueurs, et je reviens à la raison pour laquelle on s'appelle Score, c'est parce qu'en fait on donne un score à ce qui se passe en temps réel. C'est qu'en fait ils veulent que les managers, et ça on en a beaucoup parlé avec certains managers, ils veulent que les managers puissent être plus facilement sensibles à la donnée. Et ça, pour le coup, ça nécessite que les managers soient un peu maîtres de la façon dont ils parlent avec la donnée, tu vois. Donc, ils veulent pas parler avec un data scientist qui va leur donner l'impression que le data scientist connaît mieux le foot que le coach.
Le coach veut son propre chat GPT, on va dire, tu vois, pour les clics. Qu'on parle des deux choses. Et ben, pour ça, c'est pareil. Un club tout seul va pas monter une infrastructure de LLM, enfin, tu vois, de large language model pour parler de tactique avec un coach. Enfin, ils pourraient le faire, peut-être, financièrement. Mais est-ce que c'est leur objectif? Ouais, non. Et puis même, quand tu dis pour trouver des jeunes pépites, des joueurs prometteurs, c'est-à-dire que aussi le travail des recruteurs va totalement changer. Peut-être qu'il y aura des recruteurs qui seront que à domicile. C'est possible. Après, honnêtement, encore une fois, soyons clairs, il y a des outils qui existent. Il y a certainement des gens qui vont voir des vidéos et qui vont dire il y a un tel d'outils. Beaucoup d'outils existent. Mais c'est comme dans tout, il y a toujours un moyen d'optimiser, trouver des nouvelles solutions. Et là, le goulot d'étranglement, le problème, c'est quoi? C'est que même des très bons recruteurs qui ont tu vois, qui vont se donner des tuyaux, etc., bah, au bout d'un moment, ça va être les mêmes tuyaux. Parce que les bons joueurs, c'est limité dans le système actuel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les clubs se bagarrent en général pour avoir le meilleur joueur. Là où il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos. Tout le monde sait que dans cet immense, je dirais, océan de vidéos, il y a des choses intéressantes. Mais c'est hyper compliqué d'aller regarder tout ce qui se passe. Même si tu as un outil qui te dit, tu peux voir toutes les vidéos de ce qui se passe dans le monde entier, est-ce que tu as juste physiquement le temps ou la capacité de le faire? C'est un autre sujet. Mais le risque, c'est pas après que votre outil, justement, ne repère que les mêmes joueurs et l'envoie au même Ça, club. c'est un gros risque. Ça, c'est un gros risque. C'est un gros risque, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est encore l'intérêt de ça. C'est que, vu que tu travailles avec plein d'équipes différentes et plein d'approches différentes, tu limites les problèmes de ce qu'on appelle de biais. Ou par exemple, nous, en tant que petite équipe, on aurait peut-être été, tu vois, emporté sur un sujet particulier et on aurait présenté que le même type de joueur. Donc, dans la game theory que tu disais tout à l'heure, dans notre approche, on valorise aussi l'effort de pas avoir de billes. Ok. Ouais, puis après, peut-être que tu peux jouer sur certains critères, genre pour avoir plutôt un attaquant, un défenseur, quelqu'un qui soit plus fort sur ce sujet. Et puis, tu as certains coachs qui jouent d'une façon ou d'une autre. Enfin, donc, ça limite aussi un peu ces cas-là. Mais voilà. Donc, les clubs, on parle de ça avec eux principalement. Ok. Après, tu as des clubs qui vont plus loin, qui disent, bah, en fait, si vous êtes capable de regarder les images, on peut peut-être voir pour prévenir les blessures, des choses comme ça. Mais ça, c'est Ok. Plus compliqué. Ouais. Donc, je prendrai des vidéos de mon fils quand il jouera au foot et je les intégrerai. Peut-être que quand ça devient le futur Mbappé, peut-être que je pourrais gagner beaucoup d'argent. Je te le souhaite, tout ça. Ok. Et tu me disais aussi en off que vous aviez des agents IA Ouais. qui travaillaient ensemble. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'intérêt? Alors, ce que tu appelles agent IA déjà, et puis c'est quoi l'intérêt et comment est-ce qu'ils travaillent ensemble? Alors, agent IA, pour moi, c'est, encore une fois, c'est un modèle qui va être capable d'exécuter des tâches sans intervention humaine. Pour moi, on est vraiment dans cette même ligne. Il y a eu un gros boom des agents IA au début de l'année 2025. La plupart des agents IA qui ont été créés pour trader, donc exécuter de l'achat-revente de tokens. Ou de la création de contenu. Ou de la création de contenu, c'est vrai, t'as raison. Beaucoup d'ailleurs. Le plus gros, je crois, qui vraiment fait que créer du contenu. AIXBT, je crois. C'est un influenceur. Un influenceur qui est passé, je crois, en 3 mois de 0 à 300 000 abonnés sur Ouais, donc, t'as raison. Donc, création de contenu ou trading, c'était après, enfin, DeFi ou création de contenu. T'as totalement raison. Alors, nous, on a eu une approche différente. Historiquement, dans l'IA, on utilisait déjà les agents. Notamment parce que quand tu as besoin de faire des tâches très particulières, c'est beaucoup mieux que ce soit automatisé par un agent qui est un peu capable de raisonner lui-même. Par exemple, pour de la data, qui n'est pas forcément indexée de la même façon, l'agent va être capable de comprendre le contexte et va être capable d'aller automatiser une tâche sans que tu aies besoin de vérifier qu'elle a été faite. En fait, on tourne toujours sur les mêmes, je dirais, concepts. C'est qu'on veut vérifier le moins de choses possible et qu'on veut faire de plus en plus confiance à des modèles. Donc, dans notre cas, par exemple, dans le subnet, on était capable d'utiliser des agents pour des tâches très précises. Aller chercher la bonne donnée, la transmettre à la bonne personne, etc. Des tâches de vérification aussi. Et juste pour revenir sur les données, est-ce que tu as un exemple un peu concret peut-être pour quelles données il va chercher, quelles données il va donner, alors quel objectif? Je vais prendre un exemple d'un agent IA, par exemple, qui traderait de la crypto. Ce que tu peux faire avec les agents, c'est que tu peux leur demander d'aller chercher, qu'il y a un agent qui se concentre uniquement sur le prix. Et en fait, toute la journée, cet agent, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer les prix des cryptos, constater les mouvements de prix, et qui va être capable de donner tout le contexte autour du prix. Donc, tu vas pouvoir lui dire, va regarder sur Twitter le sentiment de la communauté. Est-ce que tu es capable de faire un lien avec le prix? Et en fait, cet agent-là va être capable de répondre que sur ce sujet-là. Et pour moi, parce que je sais qu'en off, on en parlait aussi,
tout ce qui est ELISA, les frameworks, c'est très intéressant. Vraiment, ça a permis justement ce boom. Mais en fait, c'est trop généraliste et ça crée trop de ce qu'on appelle des hallucinations. Je pense que tout le monde a eu déjà des résultats en fait bizarres sur ChatGPT ou d'autres. Et ça, quand tu trades ou quand tu fais des choses un peu sérieuses, t'as envie d'éviter. Et donc le fait d'avoir un agent spécialisé pour vraiment une tâche en particulier, ça évite les abus. Nous, ça a été notre approche pour. Donc nous, on a aussi lancé un agent IA en fin décembre de l'année dernière. Et pourquoi on l'a fait? Parce qu'en fait, donc encore du BitTensor, encore des choses un peu compliquées, mais BitTensor a lancé en fait une mise à jour de sa chaîne. Et maintenant, chaque subnet, chaque sous-équipe a son propre token. Ça a créé beaucoup de discussions, etc. Et nous, en fait, on avait besoin d'exister avant que ça arrive, parce qu'on était un petit subnet qui était en train de monter. Et on s'est dit, pour que les gens comprennent où on veut en venir, pour peut-être à terme aussi intéresser les gens au subnet après cette grande mise à jour, il faudrait peut-être qu'on leur montre une application de notre donnée. Parce qu'au final, on est rien. On a commencé en août, on est une petite boîte. Et donc on s'est dit, notre donnée, elle est super intéressante dans le sport, parce qu'on analyse les matchs de manière unique. Le truc marrant, ce serait de voir si avec notre technique, on est capable de faire des paris sportifs un peu plus intéressants que d'autres. Donc on a créé une DAO autour de cette idée d'avoir un agent à qui tu peux déposer des stablecoins, et l'agent en fait veut placer des paris avec son modèle de prédiction et la donnée combinée. Ce dont on s'est rendu compte en utilisant ELISA, c'est qu'en fait, les agents faisaient un peu tout et n'importe quoi, les agents étaient un peu paresseux, les agents mentaient, donc l'agent principal. Donc justement, je dis les agents parce qu'on a été obligé d'avoir cette approche de se dire chaque tâche va être découpée par un agent. Ça a un nom technique, ça s'appelle un swarm. Et l'idée de ça, c'est que en spécialisant les agents, tu réduis l'espace d'erreur. Okay. Tu réduis donc tu vas toujours avoir des erreurs, des hallucinations, mais tu vas réduire tes risques en fait. Et globalement, ce qu'il faut faire aussi, c'est que nous, dans notre cas, tu as une équipe d'agents qui a chacun sa tâche, et tu as un agent dont la tâche c'est de vérifier le travail de l'agent vérificateur un peu. Exactement. Et après, tu as l'agent avec qui tu discutes, tu vois, l'espèce de personnage, qui lui va te donner une réponse. Ouais. Mais entre le moment où tu poses une question et le moment où tu as la réponse, tu as 10 agents qui travaillent. Ok. Et justement, je voulais parler du côté un peu paris sportif. Alors, comment est-ce que ça se matérialise un petit peu? Tu déposes, là, dans l'exemple que tu donnais, ouais. Tu déposes des stablecoins, et après, c'est quoi? Lui, il te dit, bah tiens, tu devrais peut-être parier là-dessus, ou c'est lui qui place les paris dans notre cas, c'était l'approche qu'on a, c'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on a un terminal qui te permet d'aller faire ton marché, tu poses des questions et tu as des prédictions. Ouais. C'est assez poussé, c'est sympa. Et après, nous, notre vision, c'était vraiment de répliquer ce qu'on a vu dans le Web 2. Et justement, parmi nos clients, nous, on a des gens qui gèrent des fonds d'investissement qui ne sont concentrés que... Ils sont régulés, etc. Hein. C'est aux États-Unis, c'est hyper carré. Ils ne gèrent que des paris. Et on s'est dit, on va répliquer ce modèle où, en fait, on va, au lieu de laisser les gens, malheureusement, perdre souvent leur argent, on va créer cette DAO qui va faire confiance dans l'agent et dans son modèle, et dans la stratégie pour qu'en fait, on ait une approche... alors, les gens disent tout le temps hedge fund, hedge fund, hedge fund. L'idée d'un hedge fund, c'est quoi? C'est que tu vas peut-être prendre moins de risques que d'autres, tu vas peut-être avoir une gestion de l'argent qui va être différente, mais à la fin, ton but, c'est d'être soit à zéro, soit positif. Donc c'est moins excitant que de voir le match de Paris, prendre son téléphone et dire « Ah, je suis sûr qu'Mbappé, enfin, pas plus Mbappé, mais que Doué va marquer, par exemple. » Mais bon, ça, c'est 97% des gens qui perdent. Donc nous, on s'est dit, bon, si on peut aider un peu à avoir une nouvelle vision avec notre data, on va le faire. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est que tu déposes et tu fais confiance au modèle, et le modèle te montre les datas, te montre les retours en live, et si ça te plaît, tu rentres dedans ou pas. Ça, c'est notre façon de faire. Il y a 2 autres subnets qui ont fait la même chose. Alors, un avec du pari sportif sur du basket, et l'autre sur du pari sportif... pas du pari sportif, du prediction market en général, donc qui va être politique, macroéconomie. Le principe, c'est toujours le même. Les subnets font un agent, créent une espèce de DAO, montrent la data, prouvent que ça peut être intéressant, et après, les gens rejoignent ou pas. Mais pour les 3 équipes qui ont choisi ça, c'est qu'en fait, on avait besoin d'exister et de montrer que notre tech était intéressant. Et en fait, maintenant, ça crée des super communautés qui s'intéressaient pas avant à BitTensor, qui maintenant s'intéressent à BitTensor. Donc, je pense que dans l'absolu, c'était une bonne idée de le faire. Et le produit, là, maintenant, il y a une nouvelle version qui va sortir la semaine prochaine. Les gens vont sur le terminal, ils tapent des trucs, ils te partagent ça sur les réseaux, c'est marrant, quoi. Ouais, ok, oui, parce que là, ce qu'on parle depuis tout à l'heure, ça parle peut-être pas au grand public, ou en tout cas, on a du mal à savoir comment est-ce qu'on intègre le générique.
C'est le gros problème d'ailleurs. C'est le gros problème, mais c'est là où toi ou d'autres acteurs peuvent lancer des interfaces Exactement. qui permettent justement d'interagir avec ces modèles-là. J'en parlais hier avec un investisseur qui veut vraiment se pencher sur ce monde de Bitensor. Et en fait, il disait pour moi, et je pense qu'il a raison, en fait, pour moi, il y a deux types d'équipes, deux types de subnets. Tu as des subnets qui sont très, très techniques, comme ceux qui vont être concurrents de ChatGPT, par exemple. Et tu as des subnets comme les nôtres, qui en fait sont plutôt côté application. C'est-à-dire que même si on a une partie très technique, comme on vient de le dire, on est plutôt capable de montrer aux gens à quoi ça peut ressembler. Et notre obsession maintenant, c'est de montrer aux gens ce qu'on peut faire avec nos données. Donc cet agent qui est assez marrant, où les gens commencent à se prendre au jeu, on veut montrer ça avec d'autres produits qui vont arriver de par la suite, mais on a aussi la plateforme où les gens vont bientôt pouvoir mettre leurs vidéos, enfin tu vois, voilà. Bref, on veut vraiment montrer qu'on peut faire quelque chose avec. Ouais, t'as plein de trucs. Bon, effectivement, moi, par exemple, je veux demander des conseils avant de placer un pari sportif. Je pourrais aller sur une interface, demander Déjà. Donc je peux demander ça, ou alors je peux vouloir lancer un jeu où voilà, j'ai pas mal de copains fans de foot, Ouais. et je te montre telle action, tu dois me redonner quel était le match l'année, Exactement. etc. Et en fait, on sait, parce que du coup, on sait que c'est très compliqué, Bitensor. On sait que c'est pas forcément toujours le sujet intéressant pour les utilisateurs. Les utilisateurs, quand tu leur parles technique, ils te font confiance au bout d'un moment, et puis ils voient que t'évolues bien dans le truc, mais ça les intéresse pas beaucoup. Genre, ce qui les intéresse, c'est est-ce que les chiffres sont bons, est-ce que les retours sont bons, est-ce que tu as des clients qui arrivent et qui sont contents de la technologie, et les gens se font leur avis. Mais je pense que si tu es incapable de montrer des exemples au grand public, c'est plus compliqué de créer un business qui va grandir. Tout simplement parce que même à l'intérieur de Bitensor, la musique maintenant, ce serait bien que les équipes se penchent un peu sur comment créer des vrais business, sur ce qu'ils font. Enfin, ça devient de moins en moins académique. Ouais. Après, donc vous êtes lancé sur Bitensor, Ouais. mais il y a quand même une barrière à l'entrée, non, sur Bitensor. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus sur quel est l'intérêt en fait pour un projet de se lancer sur Bitensor et les barrières? La barrière à l'entrée, c'est ce qu'on appelle les frais. Alors, quand tu veux lancer un subnet, parce qu'il y a différentes barrières à l'entrée, que tu sois dans l'équipe des gens qui font les modèles, donc les miners, il y a une barrière à l'entrée. À chaque fois, il faut payer pour commencer à faire des modèles. Les validateurs, il faut qu'ils payent. Enfin, les validateurs, il faut qu'ils stake. Il faut qu'ils bloquent une somme. Et qui est une grosse somme, très grosse somme. C'est $1 million si tu fais l'équivalence. Et ensuite, tu as les gens qui vont créer des projets comme moi. Et là, on doit faire ce qu'on appelle, alors avant la mise à jour, c'était pareil que les validateurs, on devait bloquer des TAO. Mais bon, la barrière à l'entrée, c'est de les acheter. À l'époque où on a créé le subnet, notre subnet, je crois, nous a coûté 1500 TAO. Donc à l'époque, à l'époque, on s'est lancé, je crois que le TAO était genre à $600. 6 millions. Comment ça? Je fais que de quelqu'un. Enfin, je sais pas fait le calcul, mais ouais, c'était. Enfin, je sais plus quel était le prix exact. Et ce que je sais, c'est que c'était à peu près 2 millions de dollars équivalent quand on s'est lancé. Au jour où on s'est lancé. Donc on les avait pas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un partenariat avec un des plus gros acteurs de Bitensor qui nous a avancé les frais d'enregistrement et on les a remboursés petit à petit. Voilà. Et c'est aussi la beauté de Bitensor, c'est que tu trouves toujours, si t'as une bonne idée, tu trouves toujours quelqu'un pour t'aider. Ouais. Et Bon, après, en plus, 600 fois 1500, ça fait même pas 2 millions. Oui, ça fait un café, quoi. Mais nous, à l'époque, c'était peut-être pas exactement 600 parce que c'est monté jusqu'à 700 à un moment. Je sais que ça faisait près de $2 millions. Et donc, on a trouvé un partenaire qui nous a avancé les frais d'enregistrement. Là, maintenant, les TAO sont brûlés. Oui. Et en fait, c'est ça, si j'ai bien compris, qui peut décaler le halving des TAO. Oui. En fait, oui, c'est un système qui glisse un peu en ce moment parce qu'en gros, tout ce qui va être perdu, entre guillemets, brûlé, n'est pas complètement brûlé, c'est recyclé. Et en fait, ça repart dans le subnet de base, qui est celui qu'on appelle root, qui est celui de la fondation. Alors là, pour le coup, si vous pensiez que mon IA, machin, c'était compliqué, le système de Bitensor, franchement, je vais pas aller trop loin, parce que c'est très compliqué. On en parle avec Gustave. Voilà, Gustave, je pense, l'a bien expliqué. Et globalement, en effet, plus on brûle, enfin, plus on recycle, plus ça décale un peu la vie. Ça décale ou là, ça avance d'ailleurs, ça dépend des montants, c'est énormément de paramètres. Le papier sur la mise à jour, c'est un truc, si vous voulez vous faire un petit mal de tête, tu vois, comme ça, un petit vendredi soir, tout ça, c'est parfait. Ok, on fera ça alors. Ouais, je pense. Et moi, je voulais parler, on en a rapidement abordé ce sujet-là avant, sur l'après-foot. Enfin,
Donc on a parlé un petit peu de la robotique. Totalement. Voilà, des robots qui pourraient apprendre à se déplacer en temps réel, ou en tout cas qui pourraient utiliser votre modèle pour mieux se repérer dans l'espace. Alors nous, alors encore une fois, il y a énormément de gens qui travaillent dessus, ça existe déjà. C'est intéressant d'adapter notre approche à ce monde-là, parce qu'en fait, si on revient encore une fois à notre nom, on va scorer. Scorer, ça veut dire évaluer des choses qui se passent dans les images. Et donc, potentiellement, on pourrait rendre les robots... Alors nous, je sais pas si on les rendrait plus intelligents, mais peut-être on les rendrait plus agiles. Tu vois, sur l'agilité du robot, sur l'estimation de l'espace autour de lui, et sur l'appréciation de l'objet qu'il va pouvoir attraper, ou des choses comme ça. Nous, on va être capable de mieux donner une note à ce qui se passe, à ce qu'il fait, et peut-être il va pouvoir se corriger en direct, tu vois. Mais encore une fois, là, c'est plutôt de la science-fiction. Mais en tout cas, nous, si on intervient sur de la robotique, ça sera plutôt pour interpréter, en effet, ce que le robot va voir. Encore une fois, on est toujours dans l'interprétation de vidéo. Après, beaucoup de gens ont déjà vu ces images dans les voitures Tesla, où en fait, elles ont déjà ça embarqué. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Quand on a une grande entreprise, en général, on prend une direction. Et en fait, il y a énormément de... C'est un peu comme dans tout, il y a des écoles, tu vois, des gens vont plutôt aimer Bitcoin, des gens vont plutôt aimer Ethereum, des gens vont plutôt... Tu vois, ainsi de suite. Dans l'intelligence artificielle, c'est pareil, des gens vont vous mettre énormément de moyens sur un modèle, ou sur un autre, ou sur une approche, ou sur une autre. Et en général, ils se rendent compte qu'ils ont des limites, ce qui n'était pas forcément prévu à la base. Donc là aussi, nous, l'intérêt qu'on va pouvoir amener, si on est toujours sur BitTensor, et si ça continue toujours dans cette logique, c'est qu'on sera complètement agnostique sur la technique. C'est-à-dire qu'on aura juste besoin de faire en sorte que le robot se repère nous. Ça sera ça notre rôle. On n'aura pas à dire on préfère tel modèle ou tel modèle. Donc c'est pour ça que je suis assez enthousiaste sur l'après-foot, même si pour l'instant on est vraiment très concentré sur... Et justement, tu viens d'en parler. Pour le moment, vous êtes lancé sur BitTensor parce que c'était un formidable tremplin. Ouais. C'est-à-dire que tu peux attirer des personnes sans les rémunérer directement, parce que c'est les émissions de tokens qui les rémunèrent. Donc ça, t'as le travail pour toi gratuit comme entre guillemets. Oui, c'est un raccourci, moi, que j'ai. Mais à terme, c'est pas... Parce qu'à terme, si jamais vous arrivez à développer quelque chose d'incroyable, est-ce que tu peux te couper de BitTensor comme ça et de choisir de partir ailleurs, de faire autre Je chose? pourrais le faire, mais ce serait un peu trahir les gens qui t'ont fait confiance. Et pour le coup, c'est pas notre façon de faire. Après, oui, dans l'absolu, c'est possible. Mais est-ce que ce sera... Est-ce que BitTensor n'aura pas déjà atteint un stade qui est difficile à quitter aussi? Parce que tout le monde s'améliore tout le temps. Et est-ce que tu as une autre équipe en dehors de BitTensor qui va pouvoir proposer aussi mieux? Est-ce que recruter des gens en interne, ça va pouvoir être aussi mieux? Parce que moi, j'ai un redoute. Du coup, t'es quand même t'es même totalement dépendant de la réussite du projet BitTensor. Oui. Bon, après, l'avantage, c'est que tu entends quand même des personnes qui sont très compétentes. Donc, je pense que si BitTensor tombe, on sera tous très tristes et on aura tous envie de reprendre quelque chose et de regagner notre vie autrement. Donc, voilà, les talents qui sont autour, tu finis par les connaître personnellement. Et je pense que si jamais ça se passe mal, on travaillera ensemble en dehors de ça. Mais pour moi, t'as une espèce de... Tellement, t'as vraiment une espèce de rapidité, d'espèce, tu vois, de mouvement comme ça qui se crée. Un peu entre les maxis comme dans les RIC, tu vois, comme dans les crypto, Bitcoin, Ethereum, et en même temps avec des preuves de travail qui dépassent même les entreprises privées Web 2. Bon, pour les prochains mois, je dirais que j'ai du mal à croire que ça pourrait tomber. Après, bon, pour le futur, je sais pas, mais franchement, c'est assez impressionnant. Quand on met un peu le doigt dedans, on se rend compte que ça. Ok. Et sur le côté confidentialité des données, là, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent rester un peu confidentielles? Alors, pour le foot, peut-être pas, mais si jamais vous... Il y a des sonnets qui font de la santé, par exemple. Eux, ils ont besoin d'avoir de la confidentialité. Mais ça, après, que ce soit sur BitTensor ou ailleurs, en fait, tu as des techniques pour protéger la donnée. Tu as déjà invité Rand Zamaoan des Alarms, qui lui a une technique qui s'appelle le FHE. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Bon, on a un article explicatif, Voilà, on mettra un lien en description. T'as d'autres techniques que les gens ont déjà entendues, c'est des mots qui font un peu le buzz comme ça, TEE, tu vois, des choses comme ça. D'ailleurs, très lié aux agents IA aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est des environnements un peu fermés dans lesquels les agents peuvent pas aller divulguer de l'information ailleurs ou aller en chercher ailleurs. Et aussi, tu peux encore une fois vérifier ce qui se passe, etc. Et t'as plein de techniques, mais l'idée c'est qu'en fait, ça dépend de ton domaine, tu l'as dit, ça dépend dans quelle industrie t'es. Si tu fais de la santé, t'es obligé de protéger les données. Si tu fais des choses qui ont besoin d'être publiques, parce que c'est en étant public que c'est plus utile, bah, t'es obligé d'être public, quoi. Mais à ce jour, moi, je croise les doigts, hein, mais j'ai pas vu de subnet BitTensor avoir une faille de données sensibles. Voilà. Je croise les doigts, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, mais... Ok. Voilà.
Et j'aimerais avoir aussi ton avis sur le lien entre intelligence artificielle et crypto. Ouais. Donc là, de ce que j'ai compris, donc avec Bitensor, l'intérêt de la crypto, c'est toujours pareil, c'est de faire fonctionner un groupe de personnes. Sans du travail, quoi. Voilà, c'est ça, et que tous ils travaillent dans la même direction pour que le token, enfin qu'il soit davantage rémunéré, que le token prenne de la valeur, etc., etc. C'est ça, défend. Tu vois d'autres modèles intéressants avec la crypto? Pour moi, le modèle le plus intéressant, ça reste les agents. Après, la hype s'est un peu calmée, ce qui est normal. Mais en réalité, c'est ce qui est le plus intelligent parce que, en gros, ça te permet, dans un monde où tu as juste besoin d'un wallet pour effectuer des transactions, ça te permet d'avoir une surface d'action qui est quasiment infinie. Donc, si par exemple, tu es quelqu'un qui s'intéresse à la DeFi et tu peux avoir des agents qui vont surveiller tout ce qui se passe, prendre des décisions selon certaines conditions, etc. Enfin, pour moi, ça me paraît super bien adapté. Je te confie un wallet, ou à toi ou ton équipe, comme on a dit tout à l'heure, et c'est à peu près ce que je veux atteindre comme objectif. Et, enfin, je vois, c'est hyper intéressant. Il y a un autre sujet que j'abordais hier avec des gens que je connais très bien, qui sont Macrocosmos, qui ont beaucoup de summits, ils en ont 5. Il y a aussi un use case d'agent IA, où si tu veux, ils vont pouvoir te permettre de KYC à ta place et d'interagir on-chain en préservant ton anonymat, des choses comme ça. Il y a énormément de choses qui sont en train de se développer. Donc pour moi, vraiment l'intersection, à part l'organisation du travail, comme tu l'as dit, pour moi, ça reste les agents. Après, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a eu quelques cas d'agents qui ont un peu créé le mouvement sur le marché, parce que c'était nouveau et c'était le moment de le faire. Mais je pense qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver et qui vont montrer que ça a de la valeur. Est-ce que vous, les agents, vous utilisez quel framework ou quel LLM développé? Alors, framework, on avait commencé avec Elisa, OS. On s'est rendu compte que c'était pas du tout adapté à ce qu'on voulait faire. Donc nous, en fait, on a recréé notre propre framework, qu'on garde pour nous, du coup, pour le coup. Et pour les modèles, en général, les gens sont quand même toujours connectés à OpenAI. Je parle, tu sais, pour les tweets. D'ailleurs, si tu regardes bien, ils se ressemblent un peu, les tweets. Ils ont tous les mêmes... je sais pas si t'as vu, mais il y a des tirets qui se ressemblent quand c'est les... Ah oui, si tu regardes un peu la façon d'écrire, je vois que c'est peut-être toujours le même... mais c'est surtout parce qu'OpenAI a rendu ça simple. Après, les autres, c'est beaucoup plus compliqué de se connecter à eux. Et après, ça coûte très cher d'avoir son propre modèle. Donc tout le monde fait soit une clé OpenAI, soit une clé Claude, pas Anthropic. Parce qu'il y a un subnet qui est spécialisé un peu là-dedans, qui concurrence sur OpenAI, enfin ChatGPT. C'est Chute. Alors il y a Chute. Alors Chute, ce qui passe dans Chute, c'est que tu vas pouvoir lancer des modèles, en fait, et les entraîner aussi. Le subnet que tu as en tête, c'est 19, je pense. C'est Corcel, c'est ceux où tu as carrément un espèce de ChatGPT où tu peux... Ouais. Et ça, pour le coup, c'est aussi quelqu'un qui est très proche de nous, qui est un de nos advisors, qui s'appelle Mog, avec son équipe qui ont lancé ça. Ils font un travail incroyable. C'est vraiment des gens qui croyaient en BitTensor quand BitTensor c'était pas grand-chose, quand le token coûtait pas grand-chose, et ils ont tenu bon, et au final, ils ont réussi à pousser le truc, quoi. Ok. Mais toi, comment t'as découvert d'ailleurs BitTensor? C'est assez marrant comme histoire. C'est qu'en fait, donc moi j'étais chez Crunch. D'ailleurs, Crunch qui pour le coup est en train de grossir et fait des trucs super. Enfin, pour moi, c'est pas du tout concurrent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça peut être concurrent, mais pas du tout. Mais en étant chez Crunch, je me suis forcément renseigné sur l'intelligence collective parce que c'était ce qu'on faisait et on voulait grandir dans ce truc, on voulait croître, quoi. Et j'ai eu une conversation avec du coup les gens qui nous ont aidés à nous enregistrer. C'est une équipe qui s'appelait à l'époque DCG, qui est un fonds d'investissement américain qui maintenant s'appelle Yuma pour BitTensor. Et ils m'ont dit c'est marrant, avec ce que tu sais faire en machine learning avec Crunch et comment vous organisez les choses et avec tes connexions dans le sport, je vais vraiment te pencher sur le sujet. Et moi, je me suis pensé sur le sujet à tel point que maintenant j'ai fondé Score avec mon équipe. Mais ça a été vraiment un hasard. Parce que justement, ça fait des années que je suis en train d'essayer de trouver des solutions pour accélérer sur l'intelligence collective. Ok. Super intéressant. Est-ce que toi, tu avais quelque chose dont tu voulais parler ou quelque chose à rajouter en plus? Moi, c'est comme toujours, c'est-à-dire à chaque fois que je parle de crypto, de ce monde-là, c'est toujours délicat parce que c'est forcément financier, il y a forcément des gens qui font beaucoup d'espoir. Ce que j'aime chez BitTensor, sans parler du token, c'est que c'est des équipes qui ont des vraies démarches vraiment scientifiques. Moi, je pense que j'inviterai toujours les gens à poser beaucoup de questions avant d'acheter quoi que ce soit. Surtout maintenant qu'il y a eu la mise à jour, où il y a beaucoup plus de volatilité, des choses comme ça. Donc moi, mon conseil, qui sera toujours le même conseil, parce que je suis peut-être un peu prudent ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui s'y passe avant. Je pense que les podcasts comme je fais, c'est intéressant. Après, parfois, je sais jamais si je dis trop de choses techniques ou pas trop de choses techniques, mais si y a un message qui pouvait rester,
Ça reste de la crypto, donc très 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 dangereux, mais avec énormément d'équipes de gens hyper sérieux, hyper concentrés sur ce qu'ils font, et qui ont vraiment des démarches scientifiques importantes. Donc, posez beaucoup de questions avant d'acheter quoi que ce soit, et vous verrez si c'est intéressant pour vous ou pas, mais en tout cas, sur ce protocole-là, on a vraiment des trucs qui sont assez carrés. On dit souvent dans la crypto, ça résout pas vraiment de réels problèmes, où il n'y a pas vraiment de réels... Alors là, tous les jours, on résout des vrais problèmes pour des vraies entreprises, que ce soit pour les entreprises pharmaceutiques, que ce soit pour les entreprises de GPS, que ce soit pour les entreprises de... Même pour les propres entreprises qui font des modèles, certaines entraînent leurs modèles sur Big Tensor, parce que c'est plus efficace que leur équivalent d'affaires. Ah ouais, des sociétés... Ouais, et c'est What's the bien sûr. Ok. Qui utilisent quoi? Qu'est-ce qu'elles utilisent? En fait, elles vont utiliser, comme ce que je fais moi, la puissance proposée par l'écosystème, qui est super dur à avoir, mais ils vont le faire. Il y a un subnet qui aussi, par exemple, loue de la carte graphique, et qui le fait à des prix qui défient toute concurrence. Enfin, tu vois, il y a énormément de choses. Donc je pense que les gens qui aiment bien les vraies utilités, entre guillemets, et quand je parle d'utilité, je parle pas de débloquer telle fonction pour ça, mais de projets qui travaillent dans le réel, pour le coup, il y a quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a 80 subnets, un peu plus, je crois. Donc ouais, je pense qu'il y a de la matière. Ok, bah merci beaucoup en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup d'être venu. On mettra tous les liens en description pour ceux qui veulent creuser des différents articles qu'on a pu faire sur Cryptos, tous les autres, des autres podcasts et les liens aussi de Score Vision et puis un petit peu de Tao pour regarder les stats. Ah, merci, c'est très cool. Et si jamais quelqu'un a n'importe quelle question, sur Twitter, sur Discord, vous pouvez m'envoyer un message et je répondrai avec plaisir. Bon, on mettra aussi ton Twitter et puis de toute façon je te dirai s'il y a des questions en commentaire. Parfait, merci beaucoup. Merci, salut.